Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce quart d'heure d'infos en provenance de nos régions. Et on démarre par la région d'Abomey, séance d'échange de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS avec ses partenaires du ZOO. Objectif, mettre ses usagers au même niveau d'information, employeurs et travailleurs, pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de la Caisse. C'est la commune d'Abomey qui a abrité la séance. Françoise Insou et Mérida Pensouton. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, tient à améliorer ses relations avec ses partenaires quotidiens, les employeurs et les travailleurs. Améliorer les relations, mais aussi améliorer les prestations fournies. Voilà tout le sens de cet atelier d'Abomey. Tout est parti d'un constat. La Caisse nationale de sécurité sociale a constaté qu'il y a un déficit d'information au niveau de ses partenaires. C'est pour permettre à chacun de mieux maîtriser ce que c'est que les formalités à accomplir que nous sommes là ce matin pour échanger avec les employeurs et avec les représentants des travailleurs également. La Caisse est là pour vous accompagner, pour que des incidents ne vous amènent pas là où ça va vous amener, notamment devant les tribunaux. Et c'est pourquoi eux sont là pour vous sensibiliser, pour que les relations professionnelles soient apaisées. Une dizaine de communications seront présentées et tourneront autour du fonctionnement du régime général de sécurité sociale. Ainsi, employeurs et travailleurs seront mieux imprégnés des formalités prévues par la législation de sécurité sociale, imprégnés de leurs droits et devoirs. Le message fort sera d'inviter tous les employeurs à s'acquitter de leurs obligations d'immatriculation de leur entreprise, d'affiliation de leurs travailleurs au régime de sécurité sociale, de déclaration et de paiement des cotisations. C'est une bonne séance. Ça permettra à chacune des parties, à savoir les employeurs, les travailleurs, de connaître ce qui leur revient, de savoir s'y prendre rapidement pour qu'à la retraite, on ne soit pas surpris. Il restera à chacun de pouvoir mettre en application tout ce qui est entendu et retenu ici pour le bonheur des travailleurs et des employeurs. Et parlons maintenant de cet appui substantiel. Les centres de formation sanitaire de la commune de Sakété viennent de bénéficier d'un important lot de matériels médicaux. La réception a été faite sous la présidence de Madame Patricia Saizonon Pafugui. La Fondation Sébastien Germain à Djavon et l'ONG Michel Gestin viennent d'apporter un soutien matériel aux formations sanitaires de la commune de Sakété. Un don sollicité par le conseil communal et qui a eu un écho favorable en l'espace de 2 mois. En partenariat avec l'association Michel Gestin pour l'enfance, qui est une association partenaire de la Fondation, on est venu ce jour à Sakété pour vous apporter 10 lits médicalisés, 20 matelas, 6 petites armoires, 4 tables, 20 chaises, 2 tablettes de soins, des accessoires de soins et 2 corbeilles. Nous espérons qu'avec ces équipements, les centres de santé, les maternités auront de quoi améliorer les conditions de soins pour les malades. Pierre Adechi, maire de la commune de Sakété, n'avait que des mots de remerciement à l'endroit de ces généreux donateurs. Ces matériels contribueront à coup sûr à l'amélioration des conditions d'accueil et de soins des malades. Le constat est alarmant. C'est des centres de santé où il manque beaucoup d'équipements. Même le moindre instrument pour travailler n'existe pas. Devant ce constat alarmant, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire. Les ressources sont rares au niveau de la commune. On a pensé, nous allons nous diriger vers les personnes de bonne volonté. C'est comme ça qu'on nous avons écrit, nous avons fait une correspondance à l'endroit de la Fondation Sébastien Germain à Chavon. Pour nous présenter notre cri de cœur.
et nous sommes heureux qu'ils nous ont répondu favorablement. Et on en vient maintenant à cette déclaration formelle qui émane des responsables de Ahmadiyya au Bénin. N'assimilons pas la jeunesse musulmane Ahmadiyya aux éléments isolés des mouvements terroristes qui opèrent sur le continent. Eh bien, ces propos émanent des responsables locaux de l'organisation caritative Ahmadiyya qui l'ont martelé à Porto Novo au détour du défilé qu'ils ont organisé à travers la ville. Un défilé qui accueillait la 14e convention annuelle du mouvement Guillaume Avienou, Brice Umbo. La jeunesse Ahmadiyya dans les rues de Porto Novo ce samedi pour sa 14e convention annuelle. Ils sont venus du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, mais aussi des 4 coins du Bénin pour les présentes retrouvailles placées sous le thème Muhammad, un modèle pour les dirigeants de ce monde. Ce défilé à travers la capitale du Bénin vise à marquer leur désapprobation de l'amalgame actuellement en cours au sujet des liens des jeunes Ahmadiyya avec les nébuleuses terroristes opérant sur le continent et ailleurs, et cela au regard de l'actualité. Ne regardez pas nos faiblesses pour juger l'islam, mais jugez l'islam à travers ses vrais enseignements. Pour montrer aussi que l'islam n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. L'islam, c'est une religion du paix. Nous avons une double mission. La double mission, c'est adorer Dieu en toute exclusivité, sans lui associer quoi que ce soit, et essayer de soulager le fardeau de l'humanité, souhaiter le bien-être de l'humanité. C'est essentiellement pour cette raison-là que nous avons organisé cette marche. Vivre dans un monde respectueux de la différence de culture et de religion, travailler au règne de la paix partout sur la terre, tel semble donc être le credo de la jeunesse Ahmadiyya. Eh bien, parlons maintenant littérature et culture. Dans le centre Akanga, espace culturel situé à Porto Novo, l'écrivain congolais Kamanda a lancé 3 ouvrages focalisés sur la valorisation de la culture africaine. L'auteur se dit très engagé pour la conservation des valeurs morales et éthiques, valeurs endogènes du continent africain et surtout du patrimoine immatériel. Emilienne Fayomi pour davantage de précisions. L'identité culturelle et spirituelle de l'Africain est toujours une bataille de l'écrivain noir. Kama Siwo Kamanda, écrivain congolais, a choisi le Bénin pour vendre les produits de ses réflexions de plusieurs années. 3 ouvrages ont été présentés d'un coup au public dans l'espace Akanga à Porto Novo. Ce combat, dit-il, est celui de la vie de la cité, l'amélioration des conditions de vie des Africains, la lutte engagée pour la sauvegarde des valeurs endogènes, celles léguées par les ancêtres qui ne doivent pas disparaître. J'écris pour que nous puissions sauvegarder notre mémoire collective. J'écris pour pouvoir partager mon imaginaire, mais aussi mes connaissances avec mes compatriotes, pour que notre jeunesse puisse avoir d'autres modèles, savoir que l'éducation, c'est ce qui permet à un homme ou à une femme de réussir dans sa vie, de se faire respecter et d'acquérir l'essence de l'honneur. Parce qu'avec l'essence de l'honneur, on peut aller plus loin et on peut justement faire échec à toute autre forme de colonisation qui guette les enfants africains à nos jours. Vivre et aimer, Candace Première et les Contes du Crépuscule sont les 3 ouvrages décortiqués aux jeunes et invités jeudi dernier. L'auteur martèle une fois encore que c'est un devoir de tout intellectuel africain. J'écris les contes justement pour sauvegarder notre mémoire collective, comme j'écris aussi des romans pour parler des réalités africaines d'aujourd'hui. Parce que nous devons permettre à l'Africain de demain de savoir ce que nous, aujourd'hui, nous avons fait des bons ou des moins bons, afin de lui éviter de commettre les mêmes erreurs que nous, afin que l'Afrique de demain soit différente de celle que nous avons connue, qui est celle des guerres, des génocides, des violences, des pauvretés. Mais parce que c'est par les écrits qu'on éduque un peuple. Et il faut ajouter que des intellectuels de haut rang et des hommes des lettres figuraient parmi les invités présents au lancement de ces ouvrages. Ils apprécient ici le chef-d'œuvre littéraire au micro de Emilienne Fayomi. C'est une de nos plus grandes figures intellectuelles d'aujourd'hui et comme nous l'avons entendu, il a soulevé des points importants qui concernent la vie de la cité. Et donc c'est son engagement d'écrivain par rapport à
une meilleure évolution de notre continent et surtout l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. L'intellectuel ne peut pas rester indifférent au sort des populations africaines quand on visite une ville africaine, une campagne africaine et comme il l'a dit, quand on découvre que nos mères sont contraintes d'aller vendre dans les coins de la rue pour pouvoir nourrir leurs familles, scolariser leurs enfants. Donc il faut rappeler à nos autorités, à nos dirigeants leurs responsabilités. Et là, l'écrivain ici, on l'a vu aujourd'hui, l'écrivain qui est engagé, qui n'est pas indifférent justement à sa société et qui n'est pas indifférent à tous les problèmes que rencontre le continent africain aujourd'hui en 2016. C'est une rencontre très importante parce que nous avons eu beaucoup d'informations en peu de temps, des informations qui sont fondamentales et capitales pour nous éclairer, pour nous ouvrir les horizons, pour nous affranchir nous-mêmes, pour prendre conscience de qui nous sommes et pour pouvoir créer des lendemains, des devenirs meilleurs pour nous-mêmes. Il a parlé par exemple de s'affranchir de l'esclavage. Cet esclavage qui s'est matérialisé par un esclavage mental, par un esclavage religieux, par un esclavage financier. Donc il faut absolument s'en affranchir. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Il y a aussi le fait qu'il faut s'affranchir du manque d'informations. Donc si nous n'avons pas d'informations, nous ne savons pas qui nous sommes. Donc nous continuons à entretenir la mémoire de ce que nous ont transmis nos oppresseurs, ce qui n'est pas bon du tout pour nous-mêmes. Ensuite, il parle du lobby universel noir, c'est-à-dire que les Noirs, où qu'ils soient, doivent se sentir frères, se considérer comme des frères et donc faire un combat commun, comme toutes les autres, j'allais dire, les confréries ou les autres groupes le font. Donc les Noirs doivent y arriver aussi. Et on prend maintenant la direction de Parakou avec cette ère de morosité économique qui se joue dans les marchés. C'est la mévente au marché des petits ruminants à Parakou. À moins d'une semaine de la Tabaski, les clients se font désirer. Les vendeurs, eux, sont déboussolés. C'est du moins le constat fait par Kadnel Kapo et Sani Momouni Seibou. Regardez. Ici, ce sont les moutons qui cherchent en vain de preneurs. Les revendeurs ont beau revoir les prix à la baisse, mais les potentiels acheteurs se font toujours désirer. Le marché des moutons, vraiment, jusqu'à maintenant, là, on n'a pas vu la différence. L'année passée, avec cette année-là, cette année, rien n'a donné d'abord. On n'a pas senti. Le marché, là, s'est calmé. Tout le monde a peur. Tous les gens qui vendent les moutons, là, ont peur. Il y a beaucoup de gens qui plaident, il n'y a pas l'argent au pays. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter mouton pour la fête. Mais seulement, ils ne veulent pas qu'ils achètent et déposer à la maison. Après, ils vont tomber malades et mourir. Il y a les voleurs aussi. Si tu achètes, tu gardes, tu vas au service, tu vas venir trouver les voleurs sont venus voler. Tout ça là, c'est ça qui a fait que les gens sont payés et n'ont pas encore acheté comme ça. La Tabaski, c'est dans quelques jours. Il faut donc liquider les bêtes par tous les moyens pour éviter la faillite. Si on n'arrive pas à vendre sur place, on promène avec. On promène avec, si Dieu a fait, on a trouvé en ville là-bas pour vendre un peu et on va ramener ça ici et déposer. Il faut qu'on profite pour vendre avant Tabaski. Quand tu achètes un mouton déjà pour vendre pour Tabaski, si tu n'arrives pas à vendre ça le temps de Tabaski là, si Tabaski est fini, donc ton l'argent n'arrive pas. Les clients viennent au compte-gouttes. Très souvent, les négociations piétinent et ils rentrent sans pouvoir acheter leurs moutons de fête. Sur le marché, on ne peut pas dire que ça se passe très bien pour nous les clients. Parce qu'on constate que les prix sont parfois trop élevés par rapport au poids de l'animal. Quand vous voyez avec le prix que le vendeur vous donne, on constate que c'est un peu plus élevé, quoi. Encore que en ce moment dans le pays, il n'y a pas trop d'argent comme ça. Étant donné que la fête et prendre un mouton pour un musulman, c'est un devoir. Les parents se tuent, s'arrachent dans le travail pour pouvoir trouver quelque chose et accomplir ce devoir d'un bon musulman. Quand la mévente s'installe, le découragement se lit sur les visages.
Et parlons maintenant du numérique, passage obligatoire pour les chaînes de télévision africaines qui ne fait que raviver le débat autour du contenu des programmes afin de mieux résister à la concurrence au nombre des pistes à privilégier pour conserver leur audimat. Ces chaînes de télévision sont invitées à investir dans les films de fiction et les spectacles vivants. C'est du moins ce que nous confie Ignace Yetchenou, réalisateur béninois rencontré à Parakou en plein tournage de la série Terre de Mort. Il est au micro de Michel Dakou. Xavier, va t'asseoir. Moteur. C'est le moment pour nos chaînes africaines qui, depuis des lustres, ne s'investissent que dans le news, dans l'information. C'est pour eux venu le temps de faire des productions. Et je crois que dans cette perspective, l'ORTB de ces derniers temps est en train de prendre le bon chemin. Car autrefois, l'ORTB avait un partenariat avec des structures privées, fait quelques productions qui furent des productions pionnières. Je vais citer Aziza, je vais citer Entre nous, le Tour de Vis. En dehors de ça, il y a eu des productions africaines, béninoises particulièrement d'envergure. Il y avait eu Baobab, il y avait eu Taxi Brousse. Il nous faut des images de chez nous, de nous-mêmes sur nos écrans. Car une culture a ses spécificités. Les soirs, je ne vais pas dire dénoncer les novellas. Les novellas, ça nous permet, c'est des histoires humaines où nous allons à la rencontre d'autres cultures, à la rencontre d'autres hommes, mais nous voudrions aussi aller à notre propre rencontre, aux réalités de chez nous. Qu'est-ce qui serait encore plus beau que des images de chez nous? Le temps d'un film projeté sur nos écrans, c'est la ferveur de tout un peuple autour, parce que nous nous y trouvons, nos réalités s'y trouvent. Et moi, je trouve que le chemin de grandeur, le chemin de prospérité, le chemin de conquête du grand public passe nécessairement pour nos chaînes par cet endroit-là. Pas une production de chez nous, pas une production des réalités de chez nous. Et parlons maintenant de ce rendez-vous avec la presse nationale. Qu'avait-il au menu des quotidiens ce mercredi? Emmanuel Sebo a feuilleté les journaux pour nous. Voici sa revue. Au bout de 6 mois d'exercice du pouvoir, plusieurs structures de l'État ont été auditées. Fraternité renseigne que les députés réclament le rapport de ces audits. La question orale avec débat que demande le député d'Akwé Sossou entre dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le député d'Akwé Sossou interpelle le gouvernement, souligne le meilleur. Une série de 4 questions pour marquer à la culotte le gouvernement et son chef qui ont pris l'engagement de faire de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants. Acte audacieux selon le meilleur. Le quotidien Notre Voix se veut plus précis. Pour ce journal, Dakwé Sossou réclame le rapport de tous les audits réalisés. Le radar s'empresse d'analyser cette actualité et considère que Dakwé Sossou réclame l'impossible à Patrice Talon. Lui réclamer de rendre public tous les résultats sortis des audits, c'est lui demander de signer sa mort de règne politique, estime le journal. Le radar, qui semble bien informé, évoque sans les citer des soutiens inconditionnels au chef de l'État indexés dans les différents rapports. En réalité, l'élu de la 18e circonscription électorale attend du gouvernement le transfert des dossiers à la justice. Le confrère de la matinée, qui est dans la même logique, s'interroge. Les audits et après. Il met le doigt sur des manœuvres de coulisses pour étouffer les dossiers, notamment l'affaire Segup Gate. Le radar se soumet à l'analyse des récentes déclarations du président de la Cour constitutionnelle. Il y voit l'échec imminent de la révision de la Constitution. Au lot talon, la fibre parentale vers la cassure. Ces deux personnalités ayant pour mère des sœurs germaines. Notre voix renchérit en affirmant que le gouvernement méconnaît totalement les procédures pour le référendum. Au nombre des réformes engagées, celles également du secteur de l'éducation, le radar publie l'intégralité de la liste des mutations au ministère des enseignements maternels et primaires. Un redéploiement du personnel jugé salutaire par le meilleur. Il présente même le ministre Saliman Karimou comme un visionnaire. Il faut redéployer le personnel certes, mais il faut penser également à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le Conseil national en session ordinaire se penche sur la question. Fraternité met en relief cette actualité et informe que l'augmentation du SMIC fait polémique.
SMIC. Les centrales syndicales exigent en effet que le gouvernement veille au respect du décret portant relèvement du SMIC. Au-delà du salaire minimum, c'est une réflexion autour de la hiérarchisation des salaires qui est menée, nous apprend La Nation. Les agents de la fonction publique peuvent donc espérer une amélioration de leur salaire. Ce n'est pas le cas des agents de la STTB qui craignent de se retrouver au chômage après le retrait d'agrément à leur société. Au cours d'un sitting, les travailleurs implorent la clémence de Patrice Talon, titre Le Meilleur. Il s'agit pour le progrès du cri de détresse des travailleurs de la STTB. Ils souhaitent que le gouvernement arrête le processus de retrait d'agrément et s'appuie plutôt sur la STTB pour moderniser le port. À Grand Popo, les populations craignent plutôt pour leur vie. La mer fait des ravages dans cette localité, souligne le confrère de la matinée. Des pirogues emportées par la mer et bientôt des habitations si rien n'est fait, explique le journal. Le quotidien de service public estime que Grand Popo enregistre d'importants dégâts matériels et des sans-abri face au débordement de l'océan Atlantique. La mer dicte sa loi, tout comme le choléra. Notre voix a suivi la visite de la délégation municipale aux victimes. La mairie apporte ainsi son soutien aux personnes touchées. Petite incursion dans le milieu politique avec Fraternité qui analyse le retrait annoncé de la vie politique de l'ancien Premier ministre. Le quotidien de Ménontin cherche à comprendre si Lionel Zinsou a fait le choix de la raison. Je ne pense pas que la politique soit un métier. Je vais refaire mes métiers, avait indiqué Lionel Zinsou à TV5 Monde. Et nous ici, nous sommes sur l'ORTB, fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Excellent après-midi.